Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre L'endroit où aller, où ce soir nous recevons pour la deuxième fois Arnaud Rosan. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à tous, à toutes et tous. Alors ce soir on vous reçoit pour votre second roman, alors je ne sais pas si on le voit bien, qui s'appelle Mémoire de Maison Blanche, qui est sorti le 12 janvier dernier aux éditions Plomb. Et ce soir pour vous interroger, on retrouve Nathalie Iris de la librairie Mots en Marge à la Garenne-Colombe. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir Nathalie, bonsoir Arnaud. Alors, avant de vous laisser tous les deux discuter du roman, je vais rappeler à nos amis participants lecteurs qui peuvent poser des questions à Arnaud par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Et je me ferai un plaisir de venir vous les poser, cher Arnaud, à la fin de votre entretien. Nathalie, Arnaud, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout Alors, à l'heure. bon, eh bien, c'est à moi de prendre la parole alors, avant de vous la donner. Arnaud, moi, je vous ai découvert avec votre premier roman l'année dernière, donc, qui s'appelait L'unique goutte de sang et qui vient de paraître en pocket, et donc que j'incite les auditeurs à acheter. Mais avant, nous sommes là ce soir donc, pour parler de votre deuxième roman, donc Mémoire de Maison Blanche. Alors, le premier roman se situait déjà aux États-Unis, le deuxième aussi. Donc, ma première question, c'est en fait d'où vous vient votre passion pour les États-Unis et est-ce que c'est une passion d'ailleurs? Oh, bah écoutez, oui, on peut dire que c'est une passion, certainement, mais bon, une drôle de passion parce que les États-Unis m'attirent beaucoup, mais bon, on sait tous qu'aux États-Unis, eh bien, évidemment, c'est pas un pays binaire, c'est un pays extrêmement complexe et je pense que c'est sans doute cette complexité-là qui m'intéresse beaucoup. C'est un pays où je me suis beaucoup rendu ces 10 à 15 dernières années, à peu près une à deux fois par an. C'est un pays que j'ai donc beaucoup parcouru et puis le premier livre, en fait, est né après un séjour assez long à New York et en particulier à Harlem où, bah, écoutez, je sais pas comment dire, quoi. J'ai ressenti un certain nombre de choses, d'émotions, des choses qui m'ont beaucoup touché et puis qui m'ont amené à traiter de cette question-là, de la question de la ségrégation, de ses racines. Alors qu'auparavant, je n'étais pas particulièrement, en fait, hein, sensibilisé à cette question. Enfin, je l'étais comme tout un chacun, mais j'ai découvert là, et puis après, bien sûr, en me documentant un petit peu, des choses qui m'ont profondément choqué. Et puis ensuite, qui m'ont amené à écrire L'unique goutte de sang, et puis ensuite à vouloir prolonger ce roman par un second, d'une nature assez différente, hein, bien sûr, vous l'aurez noté. Voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est oui, de nature même très différente. Donc c'est votre second roman et est-ce que justement, parce que jusque-là, vous n'avez pas écrit de roman, mais est-ce que votre métier, on va dire, principal, qui est, d'après ce que j'ai compris, en fait, d'étudier les questions sociales, est-ce que c'est quelque chose qui finalement vous a aidé à écrire, aussi bien le premier que le deuxième d'ailleurs, hein, et peut-être même surtout le deuxième roman? Ah, c'est vrai que je travaille dans un univers professionnel où les questions sociales sont importantes, hein, mais je dirais que c'est pour moi vraiment deux univers tout à fait étanches, en fait, hein. Je suis un petit peu schizophrène, c'est-à-dire que j'ai Oui. vraiment d'un côté ce travail qui m'occupe beaucoup, hein. Je travaille effectivement dans le domaine social, de l'action sociale, de la sécurité sociale en particulier. Alors, il est vrai que à travers ce domaine-là, j'ai parfois été amené, mais de façon vraiment assez lointaine, à parfois m'intéresser à certaines questions sociales telles qu'elles peuvent être traitées aux États-Unis. Je pense en particulier puisque je travaille un peu dans le domaine de la recherche aussi, donc sur les questions sociales, à parfois à m'intéresser à des questions de recherche sociale aux États-Unis et notamment sur tout ce qui concerne l'égalité des chances et comment, en fait, aux États-Unis, un certain pan de la recherche sociale a essayé de regarder en suivant des cohortes dans des quartiers défavorisés de Chicago, notamment, comment des enfants qui ont reçu un certain accompagnement social, qui ont été dans des écoles où ils étaient suivis, et de comparer leur destinée par rapport à d'autres qui ont eu beaucoup moins de chance et de regarder sur de longues années, mais parfois jusqu'à 20 à 30 ans, quelles étaient leurs différentes destinées et par quoi on arrivait à constater que, eh bien, selon
parce que les chances que vous avez pu avoir au départ, eh bien, votre sort est tout à fait différent. Beaucoup plus de criminalité, beaucoup plus de divorces, beaucoup moins d'emplois, des revenus beaucoup plus faibles, quand dès la petite enfance, en fait, vous avez eu votre sort plus favorisé parce que vous avez été dans les bonnes écoles, parce que vous avez été suivi par rapport à d'autres. Alors voilà, c'est un lien assez lointain, mais ça serait assez forcer les choses de dire que c'est ça qui m'a amené à l'écriture du roman. Je dirais que j'ai presque été chercher aux États-Unis quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'ailleurs, quoi. J'ai vraiment, à travers les États-Unis, pris un chemin tout à fait différent de celui qui est le mien quotidiennement, quoi, si vous voulez. C'est pour moi un peu le monde non pas du rêve, hein, pas confondre rêve et imaginaire, mais parce que les États-Unis, c'est pas l'univers du rêve, mais en tout cas, pour moi, c'est ça qui a beaucoup éveillé mon imaginaire, mais dans tous les sens, dans le bon sens comme dans le mauvais sens aussi, hein, puisqu'effectivement, je ne traite pas que de choses tout à fait idylliques, évidemment. Oui, enfin, ce que vous disiez sur les États-Unis, c'est juste une petite parenthèse, mais je pense que c'est un peu la même chose en France, mais peut-être que justement les États-Unis, c'est exacerbé toutes ces différences sociales, si on peut appeler ça différence. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais pour en revenir à votre roman, justement d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un roman en fait? Parce que c'est à la fois un conte, c'est à la fois un récit, c'est à la fois une biographie presque. Et alors vraiment, c'est la manière dont vous l'avez construit est particulièrement intéressant parce que vous mêlez un peu tous ces genres. Alors, comment vous en êtes venu à la construction de ce livre? Alors d'abord, il y avait pas un plan préétabli, hein. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé, je me suis pas dit que j'allais, comme vous dites, un peu mélanger les différents genres, à très bon escient, hein, que j'allais mélanger les différents genres. C'est un peu au fur et à mesure de son écriture que j'ai commencé d'abord par le genre du roman en tant que tel, mais il se trouve que par moment, j'étais très gêné pour poursuivre en fait mon histoire à rester sur le domaine du genre. C'est-à-dire que j'ai ressenti en fait ce besoin euh, quand j'atteignais un certain moment de l'histoire pour certains personnages, justement d'être en rupture avec une certaine linéarité qui ne me convenait pas pour continuer. Et c'est pour ça que effectivement, euh, par moment, on quitte le genre romanesque pour parfois tomber dans un genre qui est davantage le genre de la poésie, le genre de la construction du théâtre antique, notamment quand j'avais besoin un peu de convoquer certaines voix qui transcendent un peu les personnages. Et là, la construction un peu du théâtre antique, un peu sous forme de chœur, me paraissait parfois plus adaptée. euh, Parce que, à un moment donné, dans mes intentions, j'avais envie que le temps puisse être incarné par des personnages. Et les personnages, ils sont faits de chair et d'os, mais ce sont souvent les héros de nos romans. On fait assez peu souvent parler les maisons, les Oui. lieux, bon, sauf dans la mythologie grecque et antique, grecque et romaine, où bien sûr Homère, d'autres, on fait parler les nuages, le ciel, tout ce qu'on veut, les éléments, l'air, à travers une certaine cosmogonie. Moi, j'ai éprouvé dans ce roman, par moment, notamment quand le temps avait une dimension importante, puisque ce roman Mémoire de Maison Blanche se situe beaucoup sur la question du temps et de la mémoire, de la réparation. J'avais besoin que le temps puisse être porté par des voix. Et donc, du coup, c'est pour ça que parfois, bah voilà, raconter il était une fois n'était pas toujours complètement adapté à cette intention-là. Et puis parfois, effectivement, c'est aussi de l'ordre du conte, parce que je trouve que le conte, là aussi, par différence au roman, euh, permet de faire passer une dimension, sans utiliser de grands mots, mais une dimension peut-être un peu plus universelle quand on veut dire certaines choses. Voilà, le conte a un peu une valeur didactique, morale, entre guillemets, qui est parfois
plus forte, en tout cas, dans son expression, parce qu'il vient, par rapport au genre romanesque, simplifier les choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu tout cela. Alors, c'est parfois un peu déroutant, hein. C'est vrai que j'ai moi-même un peu pris un risque, hein. C'est-à-dire que je me suis fait repris un peu à plusieurs fois avant d'être certain de ça, mais bon, je l'ai pris au risque parfois de désorienter un peu le lecteur, parce qu'effectivement, on peut passer à la fois d'un genre à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un personnage à l'autre. Mais je ne crois pas que je sois le seul à l'avoir fait. Non, je ne sais pas si vous êtes le seul. En tout cas, oui, je pense que de toute façon, vous avez été aussi, probablement aidé par votre éditeur qui vous a dit que ça fonctionnait et ça fonctionne. Et c'est vrai que finalement, au début, bah, on lit les premières pages en disant: «Bah, voilà, on va lire un roman avec une histoire et cetera». Et puis en fait, on se rend compte il ne faut pas le lire comme ça. Il faut se laisser, porter. Une fois qu'on a compris qu'il faut se laisser porter et embarquer, bah, là, tout de suite, ça va beaucoup mieux, quoi. Et je trouve Ouais. que c'est assez brillant d'avoir réussi ça, quoi. J'ai j'ai essayé, pour quand même éviter de trop perdre le lecteur, de disposer quand même beaucoup de repères, des repères temporels, de mentionner bien de qui on parle, dans quel lieu on est réellement, puisque effectivement, je transporte le lecteur à la fois, on est à la fois aux États-Unis, à Washington, ailleurs, on est parfois au Ghana, on est parfois au Ghana, mais quand il s'appelait l'Empire Ashanti il y a plusieurs siècles. Donc, c'est après, là, effectivement, comme vous le dites très bien, le travail avec l'éditeur qui permet de vérifier que bah, faut un peu tenir, comme on dit, le lecteur par la main et parfois en l'aidant par des repères spatio-temporels, je dirais. Pardon, je vous ai peut-être coupé dans la suite Non, 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 pas du de tout, votre pas du tout. question. Non, non, pas du tout. Alors justement, si pour quelqu'un qui n'aurait pas lu ce livre et donc pour, la libraire que je suis, qui voit rentrer donc dans sa librairie, voilà, quelqu'un qui cherche un livre, bon, sur l'histoire des États-Unis ou les États-Unis, enfin qui se passe aux États-Unis ou voilà, il y a un lien. Comment est-ce que, vous présenteriez, vous, votre livre? Oh là! Comment vous le résumeriez? Parce qu'en fait, c'est très difficile de résumer votre livre. Est-ce qu'on dira, bah, voilà, il parle de Joe Biden, il parle du Ghana, il parle de voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah alors, ça dépend de combien de temps on dispose pour faire cet exercice. En Le temps de la général, 2 lecture, minutes, 2 minutes. de Allez, 3, on va heu, dire 3. alors en fait, alors c'est vraiment pour moi l'exercice le plus difficile qu'on puisse me demander, Oui. c'est de résumer ce livre dans lequel je me perds moi-même en 2-3 minutes. Donc, pour moi, le plus simple, bien souvent, est de repartir tout simplement du début. C'est-à-dire Oui. que on a affaire à Joe. On comprend assez vite, même si je ne le nomme pas, qu'il s'agit bien sûr du président actuel des États-Unis. Pourquoi on le comprend vite? Parce qu'il est en réalité, à ce moment-là, on est le jour de l'investiture, de son investiture. On est sur Pennsylvania Avenue, qui est cette large avenue, longue avenue qui mène jusqu'au Capitole, de la Maison Blanche au Capitole et même au-delà. Et je ne sais pas si on se souvient à ce jour-là, mais c'est un quartier qui était cadenassé par l'armée, par les services de sécurité, puisque quelques jours avant, il y avait eu l'invasion du Capitole par les disciples de Donald Trump. Et du coup, il y avait assez peu de chances qu'un quidam, à part si c'était un soldat ou un agent de la CIA, qui puisse se trouver par là. Et moi, j'ai eu cette idée folle de placer, malgré tout, une personne qui va se trouver sur son chemin et qui peut pouvoir l'aborder, qui est une vieille femme noire que j'ai rencontrée en vrai. Ah oui? Si ça Ah mais vous voilà! intéresse, je pourrais vous en parler. Et qui va effectivement le croiser qui va pouvoir approcher en fait sa voiture, Cadillac One. Cadillac One, c'est comme il y a Air Force One, il y a aussi Cadillac One, qui est sa limousine, en double d'ailleurs, qui est un véhicule blindé, qu'on appelle la Bête.
The Beast, et c'est une vieille femme noire afro-américaine, clocharde, vagabonde, et qui va s'approcher de lui pour lui prendre un objet. Et c'est toute l'énigme de cette rencontre. La fin, le fin du fin, c'est une fois qu'il aura pris cet objet, qu'on comprendra pourquoi ces deux personnages, ces deux Joe Biden et cette vieille femme se rencontrent, pourquoi enfin il va pouvoir, au bout du compte, monter sur la tribune et être investi, en fait. Donc en réalité, c'est une forme de cheminement personnel de Joe Biden que j'ai essayé d'imaginer à travers son histoire personnelle, d'où le fait que je fais intervenir beaucoup d'éléments de sa vie personnelle. Et cette femme-là, donc, qui vont pouvoir permettre de, de reconstituer finalement le fil de la mémoire de Joe Biden sur la question afro-américaine. Quel est son rapport à la question afro-américaine? Quel est son rapport à la question de la réparation aussi? Là, j'ai été beaucoup plus loin que 2 ou 3 minutes. Et pourquoi la question de la réparation? Parce que c'était une question qui était très présente lors des primaires, qui amène son élection ensuite, et qui est une question qui s'est pas mal effacée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que dans les programmes des candidats démocrates, il y avait un certain nombre de promesses sur cette question-là. Donc, ça m'intéressait non pas de traiter le sujet en historien, en politiste, mais de le traiter sous un genre plus romanesque, parce que je trouve que c'est le genre qui permet de l'aborder dans toutes ses complexités. Il y aurait bien d'autres choses à dire dans le pitch, mais qui est plus un pitch là, Ah d'ailleurs. mais oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, si je n'avais pas lu le livre, j'aurais eu envie de le lire. Donc après ce Bon, bah pitch, écoutez, donc voilà, c'est plutôt réussi, quoi. Non, parce que ce que j'ai trouvé aussi, parce que c'est vrai que le livre s'ouvre sur effectivement ce Joe qui est dans, sa Cadillac One, et je me suis dit: «Mais en fait, il est hyper malin, Arnaud Rosan, parce que peut penser un président des États-Unis quand il va effectivement prononcer son discours d'investiture? À quoi est-ce qu'il peut bien penser?» Et ça, absolument. j'ai trouvé que vraiment voilà, vous le Mais traduisiez de manière super. vous avez 1000 fois raison, c'était vraiment justement précisément ça qui m'intéressait, c'est de dire, mais comme plein de... Cette idée m'était déjà venue lors de l'investiture du président Macron, quand on le voit comme ça traverser la Marché, cour hein. du Louvre vers la pyramide, et on se dit, bon, entre guillemets, hein, il y a le monde entier, pas le monde entier naturellement, mais en tout cas pour Joe Biden, ça fait quand même pas mal de monde qui l'observe. Il est dans un moment où justement, il n'y a pas pire pour lui, où il se doit au monde, presque au monde entier, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui lui passe par la tête à ce moment-là? Voilà, c'était effectivement un peu ça le sujet. Et du coup, cette femme qui vient vers lui, bah voilà, c'est un peu aussi une des énigmes. Est-ce que c'est une création de son esprit, au fond aussi? Est-ce qu'elle existe réellement? Bon, voilà, c'est un peu la suite du livre là, qui nous le dira. Oui Et et l'imagination du lecteur. oui, et puis la main que vous tendez au lecteur, et voilà, le lecteur veut-il bien la prendre ou pas justement pour continuer, à investiguer, quoi. Ouais. Et enfin, juste pour terminer donc sur Joe Biden, puisque c'est bien de lui, qu'il s'agit, même si vous ne nommez pas, ne nommez pas. Hem, il a une vie, enfin, je veux dire, c'est moi, je ne savais pas tout ça, hein. Je suis allée quand même, vérifier sur Wikipédia. Et est-ce que justement le fait que, bah, il ait perdu quand même sa première femme, sa fille dans un accident de voiture, puis son fils, après à 46 ans, est-ce que c'est aussi vous avez choisi ce personnage de Joe Biden parce que vous auriez pu prendre un autre finalement, président? Bon, Absolument. pour traiter ce sujet, parce que ce sujet, le futur président, le sujet de la réparation sera malheureusement encore, je pense, d'actualité et toujours, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand mon dévolu s'est jeté sur Joe Biden, il n'était pas encore président des États-Unis. En fait, j'ai commencé à écrire cela au mois de juin, précédant son élection.
Donc, il est élu en novembre et Ouais. moi, je commence en fait à écrire en juin, donc il est pas encore élu. Donc, ça y est, hein, il est quand même candidat, il est retenu par le camp démocrate, mais il n'est pas encore élu. Donc, bon, déjà, c'était un petit pari, même si à l'époque, mais bon, c'est très bien que là, ça paraît assez évident, mais rappelons-nous cette époque. Il était loin d'être acquis qu'il passerait, qui battrait Trump, quoi. Et donc, à l'époque, Joe Biden, il y avait quelque chose en lui qui me, qui me rendait perplexe dans son. J'étais comme vous, je le connaissais mal, hein, cet homme-là, mais il y avait quelque chose de lui qui me surprenait à la fois, évidemment, par rapport à Trump, mais également par rapport à ses prédécesseurs. C'est-à-dire que euh, c'est un homme dont le regard, je trouvais, n'avait rien de vainqueur, de dominateur. J'y voyais comme une forme un peu de tristesse, de mélancolie. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu donné. Ça m'intéressait d'aller voir un petit peu pourquoi, quelle était sa vie. Et puis là, effectivement, j'ai découvert un certain nombre de choses que quand il est rentré en politique très tôt, à l'âge de 20, il a été élu à 29 ans en fait, et donc en 1972. Et ce qui est très étonnant, c'est cette espèce de conjonction entre à la fois, en l'espace d'à peine quelques semaines, il est élu en novembre et très très peu de temps après, 3, 4 semaines après, effectivement, vous l'avez rappelé, sa femme, sa première femme, et sa petite fille de 13 mois, ainsi que ses deux garçons, vont avoir un accident extrêmement grave, puisque sa femme meurt, sa petite fille aussi, et puis les deux enfants s'en sortent, mais quand même avec quelques fractures. Et évidemment, pour lui, c'est déjà une tragédie, quoi. Et à tel point que d'ailleurs, il est prêt à renoncer au bénéfice de son élection pour ne pas rejoindre Washington. Tout ça arrive dans l'État où il se trouve à l'époque, c'est-à-dire l'État du Delaware, où il a été élu. Et à l'époque, ce sont quelques politiques qui vont devoir l'appeler pour le convaincre, malgré la tragédie qui vient de le frapper, de bien venir ensuite à Washington pour être investi au mois de janvier qui suit, juste après l'accident où il vient de perdre sa femme. Voilà, donc c'est cette. Bon, là, on est déjà dans des choses qui sont connues, bien documentées. Lui-même, on l'a parfois un petit peu accusé d'utiliser un peu cette tragédie-là comme pour s'inscrire un peu dans la lignée de ces grands présidents qui eux-mêmes, comme s'il y avait un prix à payer, quoi. Enfin, on voit Ouais. bien Kennedy, etc. Et comme si un grand président devait passer par le sceau de la tragédie pour pouvoir ensuite accéder à l'investiture suprême. Mais au-delà de ça, voilà, j'avais vraiment cette espèce de tristesse dans le regard m'intéressait beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu après l'aborder par l'aspect intime. Et bon, en tout cas, c'est vrai que vous le rendez humain en quelque sorte. Bon, il l'est quand même, mais voilà, vous en faites un personnage plutôt sympathique. D'autant qu'effectivement, il va rencontrer cette vieille femme et finalement heu, accepter de lui la main tendue. Ouais. Et alors oui, vous avez dit donc tout à l'heure, vous l'avez rencontrée cette vieille femme donc? Oui, bah, en fait, Alors, voilà, ça n'a rien à parlez-nous voir. un peu justement, voilà, de cette, Oui, parce qu'en amitié. fait, on est quoi? On est en. Alors, je suis allé aux États-Unis en mars donc de 2022, mars-avril, et puis je suis allé à Washington, évidemment. Alors, c'était un voyage que j'ai fait pas seulement à Washington, mais que j'ai fait aussi dans le Tennessee, en Caroline du Nord, Caroline du Sud. Je suis allé un peu en Géorgie, et au départ, mon intention était d'aller voir des lieux que je ne connaissais pas, et notamment des plantations qui m'avaient servi pour planter, entre guillemets, le décor de l'unique goutte de sang. Dans l'unique goutte de sang, là, parfois
entre guillemets, l'histoire passe par certaines plantations. Donc, je suis allé aux États-Unis pour les voir parce que je les connaissais mal, et même pas du tout, pour aller vraiment ressentir sur place ces lieux-là. Et puis, donc, j'ai commencé mon périple par Washington. Et puis, en allant voir de près la Maison-Blanche, qui était quand même un quartier à part quelques fonctionnaires, et en plus, avec les traces du Covid, il y avait quand même vraiment pas grand monde, quoi. À l'époque, les personnes, les habitants de Washington avec qui je discutais disaient que vraiment, il y avait un avant-après Covid et Washington était vraiment désert et encore plus désert autour de la Maison-Blanche. Et il se Et la trouve, première fois que vous y alliez? c'était la Excusez-moi, je première vous fois que coupe. j'y allais. Oui, D'accord. absolument. Là, à Washington, c'était la première fois. En promenant dans les abords de la Maison-Blanche, vous pouvez imaginer, hein, qui est quand même très surveillée, et bien là, je suis tombé sur une vieille femme clocharde qui correspondait exactement au personnage que j'ai imaginé, poussant un caddie, des sacs autour d'elle, qui est exactement la description que j'en fais dans mon roman. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que j'ai aussi croisé mon autre personnage, mais complètement par hasard. J'ai des témoins avec moi, enfin une en tout cas, et j'ai également croisé Joe Biden, euh, mon autre personnage. Alors, ça a été complètement hasard, c'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai vu un cortège, on a vu un cortège officiel, mais bon, en réalité, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que quand vous venez dans ce quartier, si vous venez le voir plusieurs jours de suite, très probablement, si le président des États-Unis est là, et qu'il n'est pas en voyage officiel ou ailleurs aux États-Unis, il est très probable que vous le verrez sortir avec son cortège officiel une fois, deux fois, trois fois par jour, hein. Donc, ça n'a rien d'exceptionnel, en fait, au fond, ce que je raconte. Mais malgré tout, bah, quand vous voyez son cortège officiel qui passe et puis que vous le devinez à travers la vitre fumée, c'est quand même intéressant, surtout quand vous venez d'écrire un bouquin sur lui, quoi. Donc, ce jour-là, j'ai vraiment croisé mes deux personnages. Enfin, c'était pas tout à fait le même jour, c'était en fait 2 jours différents, mais bon, peu importe. Mais vous aviez, en fait, vous aviez l'idée de cette personne, de cette vieille femme noire avant, Ah, ou c'est elle qui vous a, ah, c'est elle qui l'a déclenché? non, non, Ah je oui, l'ai d'accord, croisé. elle a incarné Après, votre imagination, en fait. Elle a j'avais incarné ce. déjà écrit, Ah j'avais oui, déjà écrit avant de la rencontrer. ah oui, d'accord, Ouais, d'accord. ouais. Et en particulier, toute la description que je peux faire d'elle, plutôt dans le dernier tiers du roman. Non, non, tout ça a été écrit avant de la voir en vrai. Ouais, ouais. C'est assez étonnant. Ah oui, c'est incroyable ça. Ouais. Et alors justement, je reviens juste au titre de votre. Moi, je préfère l'appeler livre finalement que roman parce que c'est plus ample que finalement qu'un simple roman. Donc vous parlez de Maison Blanche au pluriel. Ouais, 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 absolument. Ouais. Donc parce que vous évoquez plusieurs lieux. Oui, alors, évidemment, le titre, ce n'est pas Mémoire de la Maison Blanche, hein. Il ne s'agissait pas de Non? faire un livre sur la Maison Blanche, encore qu'au départ, l'intention est vraiment aussi partie l'idée d'écrire quelque chose autour de la fondation des circonstances dans lesquelles la Maison-Blanche, siège du président des États-Unis, a été construite, hein. C'était quand même ça d'abord l'intention de départ et qui était partie d'une phrase que j'avais entendue de Michelle Obama qui disait, dans les quelques jours qui ont suivi euh, son arrivée à la Maison-Blanche avec Barack Obama, qui disait, ça me fait quand même un peu curieux de me lever tous les matins dans cette maison, sachant qu'elle a été construite par des esclaves. Alors cette phrase, par la suite, lui a d'ailleurs un peu été reprochée parce qu'on lui a dit que ça avait tendance un petit peu à exciter un peu les tensions raciales. Euh, mais j'étais parti de cela, de cette phrase, et que là aussi m'avait un peu étonné. Et puis j'ai un petit peu creusé dans tous les sens du terme pour essayer d'un peu de comprendre, connaître dans quelles circonstances cette Maison Blanche avait été édifiée en 1792. Effectivement, où des esclaves ont prêté leurs bras
et surtout ont souffert dans la construction de cette maison. Et donc, l'idée folle m'est venue justement d'imaginer qu'elle puisse être restituée, en tout cas aux descendants, dans le cadre du débat qu'il peut y avoir, à ceux qui l'ont construite. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que je sortais de l'écriture de l'unique goutte de sang. J'avais en tête toutes ces plantations d'un style néoclassique, avec ces portiques, ces colonnes blanches qui nous rappellent beaucoup les décors d'Autant n'emporte le vent. Et quelque part, cette Maison Blanche, plus je la regardais, plus elle me faisait penser à ces plantations qu'on voit dans le sud. Et voilà, donc donc je suis vraiment parti de là. Mais évidemment, au fur et à mesure de l'écriture du récit, ce qui m'a intéressé, c'est d'aborder aussi les autres Maisons Blanches, c'est-à-dire et tous les liens qu'il peut y avoir, bien sûr, entre cette Maison Blanche-là et d'autres Maisons Blanches. Fort Spruzenstein, au Ghana, qui est un lieu de la traite négrière où sont passés beaucoup de déportés de cette région. Mais également les maisons blanches du village de Keta, voilà, qui est un endroit où se situe l'action, qui est un village du Ghana, et là, qui est un village qui m'a été beaucoup inspiré par l'écrivain Maya Angelou, qui en 1957 a été au Ghana, comme beaucoup d'intellectuels afro-américains de cette époque, à l'époque où c'est Nkrumah qui devient président du Ghana et puis teste un certain nombre de nouvelles formules politiques en fait au Ghana. Et Maya Angelou va là-bas. Et elle raconte dans son livre que j'évoque, hein, que je cite à un moment donné dans mon roman, un billet d'avion pour l'Afrique. Elle cite qu'elle se promène hein, dans le village de Keta et puis que tout d'un coup, là, il y a des femmes dans le marché aux pêcheurs qui vont l'aborder, qui vont se mettre à mettre leurs mains sur son visage. Et puis, le traducteur qui accompagne Maya Angelou, parce qu'elle est évidemment surprise que tout d'un coup, plusieurs femmes non pas se jettent sur elle, mais se mettent à la toucher. Et en fait, son traducteur commence à lui expliquer. Elle raconte ça vraiment très bien hein, dans la fin d'un billet pour l'Afrique. Hein. C'est pas mon délire là qui prend le dessus. Elle explique ça très bien qu'en fait, ils ont reconnu en fait dans le, dans le visage de Maya Angelou, dans sa manière d'être et puis ce qu'elle dégageait, en fait, des disparus à eux. Ce qui est vraiment très, très étonnant. Et par quoi elle explique qu'en réalité, ce moment était pour elle un moment essentiel dans le rôle qu'elle a pu souhaiter se donner après dans ses romans, dans son écriture, pour revenir aussi sur le sort ce que j'appelle moi, ni plus ni moins que des déportés, mot que j'utilise à dessein, euh, d'Afrique vers les plantations esclavagistes. Et puis, bah, les autres maisons blanches, hein, il y en a bien d'autres, je vais pas toutes les citer, mais celle-là qui me revient, mais après je vais te dire, zut, j'en ai oublié, j'aurais pu en citer d'autres, mais c'est aussi pour moi les toiles blanches de Resurrection City, qui est un camp qui a été construit aux abords de la Maison Blanche en juin 1968, je crois, et qui est un camp qui a été un peu comme on a connu à Paris, vous savez, à un moment donné, le long du canal, le long du Oui, canal Saint-Martin. Saint-Martin, et dans le cadre de la campagne pour la pauvreté, pour la défense des pauvres, qui était une initiative qui avait été lancée par Martin Luther King. Et puis, à l'époque, euh, le gouvernement a toléré en fait l'existence de ce camp qui a perduré comme ça pendant plusieurs semaines. Et même quand Robert Kennedy a été lui-même assassiné en Californie, que son corps a été ensuite rapatrié jusqu'à New York et qu'ensuite son corps a été emmené en train, vous savez, dans un cortège où on voit des photos où sur tout le trajet de New York à Washington, où il est enterré, eh bien, on voit des, les voies
Il y a des personnes comme ça qui ont accompagné tout le convoi du train, qui sont au bord des voies. Enfin, c'est assez impressionnant. Eh bien, son convoi mortuaire a traversé ce camp, à la demande de la famille Kennedy, a traversé ce camp pour ensuite être enterré au cimetière d'Arlington qui jouxte Washington. Et voilà, donc pour moi, c'était aussi une façon de disperser un certain nombre de signes, de moments qui sont pour moi des moments importants aussi de la mémoire afro-américaine. C'est vrai Voilà. que, franchement, vous les racontez très bien, quoi. On a notamment ce dernier passage, effectivement, du cercueil qui passe, c'est, ouais, vraiment, bah, j'allais dire, merci, quoi. Oui, c'est vrai, quelque part, merci. Mhm. Hem, mais vous-même, par contre, alors il y a effectivement, pas mal de chapitres qui se passent, donc notamment au Ghana. Vous n'êtes jamais allé vous-même en Afrique, Non, ou? non, non, non. D'accord, et ça vous a pas donné envie finalement d'aller voir? Si, 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 bien sûr, évidemment. Oui, oui, absolument. Oui, oui, bah oui. C'est vrai que, bah, comme pour l'unique goutte de sang, je suis allé voir les lieux de mes romans après coup. Enfin, je connaissais sur l'unique goutte de sang, je connaissais quand même un peu New York et Chicago, mais oui, oui, évidemment, ça donne envie de mieux connaître, puisqu'en plus, cette partie-là de l'Afrique, je la connais pas du tout. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu un mystère pour moi Ouais. pourquoi ces thèmes-là sont un peu imposés à moi. C'est bon, comme ça. C'est Alors justement, ouais, enfin comme ça, mais je me posais la question parce que finalement ce livre, oui, vous parlez effectivement de réparation. Est-ce que finalement votre livre, c'est pas une manière, pour vous personnelle de, voilà, de montrer, de faire une certaine réparation, au moins pour votre conscience personnelle, quelque part, je ne sais pas. Je ne sais pas si je pose bien la question, mais si, si, mais je la comprends bien et probablement. Euh, probablement, c'est. Alors, pour être franc, la question s'est déjà posée avec l'unique goutte de sang, qui est un livre évidemment aussi, même encore un livre plus, euh, comment dirais-je, où mon choc personnel se ressent sans doute encore davantage, en particulier sur le premier tiers de l'unique goutte de sang, où je me confronte à la description d'un lynchage. ouais, Euh, et, euh, et, et pourtant, à l'époque, c'est dès ce moment-là où la question que vous me posez, je me la suis effectivement posée. Et, et, et pourtant, à l'époque, comment vous dire, je n'avais pas je n'avais pas d'intention particulière et je méconnaissais même assez mal toutes les questions qui peuvent être liées aux questions du débat actuel sur la réparation, sur la question de l'appropriation culturelle, sur le mouvement woke. Tous ces débats-là m'étaient assez étrangers. J'ai suivi vraiment de très loin. Et quand j'ai écrit L'unique goutte de sang, c'est un livre que j'ai davantage écrit dans une forme de traumatisme personnel face à ce que je découvrais. Euh, et puis, au fond, la réflexion sur bah, pourquoi j'écris ça, est-ce que j'ai moi-même euh, besoin de mettre ma conscience dans cette affaire-là, c'est quelque chose à laquelle je me suis confronté plutôt a posteriori. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. C'est peut-être pas quelque chose qui est venu avant. Et forcément, avec Mémoire de Maison Blanche, la question se pose un peu dans les mêmes termes. Bah, la question, elle se pose du coup Pourquoi? de manière plus réelle en quelque sorte. Ouais, Parce que dans l'unique goutte de sang, c'est sous-jacent. Tandis que là, vous la posez vraiment, la question de la réparation, à la fois pour la société et pour vous-même aussi. voilà. Alors, en fait, je pense que c'est une façon peut-être de faire ma part, tout simplement, sur une question de société qui engage le rapport, au-delà même de la question afro-américaine,
le rapport de l'homme à la différence et à la violence et à la façon de la surmonter. Euh, avant avant de me confronter au premier roman et à ce second, et d'écrire, j'ai d'abord été un lecteur, gros lecteur. J'ai beaucoup lu sur la littérature des camps. Euh, J'étais, je pense, très imprégné de grands livres euh, sur la Deuxième Guerre mondiale et en particulier sur, sur la, sur la tragédie de l'Holocauste, mais vraiment en tant que lecteur. Et, ça a été toujours pour moi, comme l'ont dit bien d'autres, toujours vraiment l'énigme essentielle euh, d'un individu qui arrive après cela, d'un être humain, c'est de se dire comment tout ça a pu arriver. Et puis, évidemment, quoi, enfin, d'avoir ce gros point d'interrogation et de la confrontation de l'homme au mal, quoi, enfin, qui est une question assez ontologique. Et, et je pense que cette question, elle est très présente en moi et que c'est sans doute, à travers ces deux lignes, une façon de, d'y contribuer à cette réflexion, hein, de faire ma part, comme je dis. Voilà. Ben justement, enfin, si je reviens, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire, vous réfléchissez, puis un jour vous dites, «Non mais là, il faut que j'écrive». Donc ça se passe comme ça? Puisque finalement, votre Bah, premier roman, vous l'avez pas écrit à 25 ans. Donc, oui, oui, c'est vrai. comment Oui, ça se oui, passe? Tout à coup, il y a un truc? eh ben, bien, en fait, c'est un roman, ça va vous surprendre, mais en fait, c'est un roman qui est parti d'une image. Mon premier, tiens, d'ailleurs, elle est pas loin, là. C'est un roman qui est parti d'une photo, qui est parti de ce tableau-là, Ah oui? hein, qui est un tableau que beaucoup connaissent, que j'ai tendance à, voilà. Et c'est un tableau, c'est parti de là. C'est-à-dire qu'en fait, au début, j'aime beaucoup la peinture. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous me demandez mes passions, tout ça. Et la peinture américaine, contemporaine, moderne m'intéresse beaucoup. Et au début, j'avais plutôt envie de faire des commentaires de tableaux, mais pas du tout dans une perspective de publication. Puis un jour, j'ai écrit une histoire que j'ai imaginée autour de ce tableau. Et l'histoire est devenue l'unique goutte de sang. C'est comme ça que c'est venu. Et puis, j'ai envoyé mon manuscrit par la poste et il est devenu ce que vous savez. Mais comme je vois Nathalie qui intervient, je vais me taire. Non, non, non. Je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que dans votre roman, en chaque début de chapitre, je ne sais pas si on peut appeler ça des exergues, vous Oui, citez des peintres, des sculpteurs, des photographes. C'était important pour vous qu'ils apparaissent en exergue en début de ouais. chapitre? Bah, comme je l'avais fait en fait pour l'unique goutte de sang, déjà, euh, bah, parfois on trouve dans certains romans une petite phrase de Paul Valéry, enfin, chacun va chercher dans son bréviaire des citations, les morts ou les pas morts. Et moi, bah, je me suis dit, je vais faire ça, après tout, avec des artistes plasticiens, effectivement, le cas échéant des photographes. Bah, tout simplement parce que c'est parfois j'ai une dette en fait envers la plupart, parce qu'en fait, les tableaux, la peinture, la représentation par l'image, parfois des photos, euh, sont pour moi euh, euh, ce qui me permet d'écrire. Je le dis aussi, mais au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que dans l'unique goutte de sang, comme dans celui-là, il m'arrive de prendre un tableau et ce qu'il me suggère, ce qu'il m'inspire, ça peut être très bien des tableaux abstraits, hein. Dans l'unique goutte de sang, des tableaux abstraits, il y en a pas mal, dans celui-là aussi. Tout simplement, des couleurs, plusieurs couleurs, la façon de les agencer, ce qu'elle me suggère, ça peut très bien, en moi, déclencher le processus d'écriture. L'image, souvent, euh, la métaphore
la métaphore au sens au stylistique, est une image, est une nature d'image, est une forme d'image, et ben moi, je vais souvent les chercher dans les tableaux. Enfin, voilà. Je ne peux pas vous le dire autrement Ah, et c'est aussi très, rapidement. c'est très bien. Alors, il y a Émilie qui voudrait savoir quels auteurs américains aimez-vous et comment vous situez-vous par rapport à eux? Ah, eh bien, alors j'en ai une palanquée, mais il y en a un qui est décédé récemment, c'était Russell Banks. Euh, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. J'ai William Styron, avec Le choix de Sophie, qui est un roman qui a beaucoup aussi d'influence sur le nez-goutte de sang. Vous vous rappelez cette scène dans le premier tiers où le bourreau là, qui organise et conduit le lynchage s'adresse au père et il dit de tes deux petites filles, laquelle souhaites-tu pendre? Évidemment, on y retrouve là la question fondamentale qui est posée par le choix de Sophie. Dans mes auteurs, évidemment, j'ai Toni Morrison, certainement pour le réalisme magique qu'elle véhicule. Isaac Bashevis Singer aussi, qui est également vraiment pour moi un auteur fabuleux dans tous les sens du terme. Et qui là m'inspire peut-être plus la dimension fabuleuse au sens où elle renvoie au genre, au conte. Le fabuleux, dans fabuleux, il y a fable. Et Isaac Bashevis Singer me plaît beaucoup pour ça. Justement, je me permets juste d'intervenir parce que Toni Morrison, on a publié très récemment, là, il y a quelques mois, un tout petit livre qui s'appelle Récitatif. Je ne sais J'ai pas pas lu. si vous l'avez lu. Et en fait, c'est une petite nouvelle qui fait peut-être 100 pages, qui met en scène deux petites filles. Il y en a une noire et une blanche. Ah oui, Et en fait, on ne sait pas qui est la noire et qui est la blanche. Et c'est vraiment j'ai trouvé absolument formidable parce que ça montre que la couleur de peau n'a aucune importance, quoi. C'est vraiment le texte, je pense, le plus beau que j'ai lu sur un plaidoyer justement contre le racisme. Voilà, donc je me d'accord, permettais de vous le dire. d'accord. Je Récitatif. remettrai la référence de Nathalie en dessous de la vidéo parce que c'est important aussi de la mettre. Alors, Thomas, lui, il demande quelle est l'importance pour vous de la mémoire des lieux? Ah bah, j'ai- je considère que les lieux ont des choses à dire, incarnent quelque chose. Euh, la Maison Blanche, comme celle qui accueille actuellement Joe Biden, euh, pour moi, elle a une mémoire cachée, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir en dessous. C'est pour ça que le roman, il commence d'ailleurs, enfin, il a toute une partie très, très importante où, en fait, c'est pas la Maison Blanche en tant que telle, dans les murs tels qu'on la connaît, c'est vraiment les pierres qui sont en dessous et la première pierre qu'il a fondée, puisque dans le roman que j'écris, tout part, tout commença par un coup de fouet. Euh, et tout commença par un coup de fouet qui, bien sûr, atteint Anan, qui creuse le trou pour derrière pouvoir y mettre la première pierre. Donc, je crois que en réalité, les lieux sont peut-être des lieux, sont peut-être non, euh, conservent peut-être davantage euh, l'histoire, la mémoire, les choses sur la durée que peut-être que nous-mêmes. Je dis bien peut-être. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est important de les explorer, de regarder ce qu'il y a en dessous, de regarder à travers les murs quelque part. Alors, Vanessa, elle, se demande qu'est-ce qu'un Français peut raconter sur ces sujets qui soient différents d'un Américain. Ah, alors d'abord, un Américain aujourd'hui, est, sur ces questions-là, c'est pas facile pour lui d'en parler. Je lisais encore il n'y a pas si longtemps cette nouvelle profession qui émerge
je ne sais pas si vous avez vu ça chez les éditeurs. Là, il y avait un article très intéressant là-dessus, où vous avez une nouvelle profession qui est chargée de regarder, de lire les manuscrits pour repérer tout ce qui pourrait choquer le lecteur. Je ne sais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que un Européen blanc, justement, peut avoir un regard tout à fait extérieur et décalé par rapport à ces questions. Et puis, de toute façon, là, on tombe bien sûr dans dans la question de l'appropriation, hein, évidemment. Hum, Il y a plus de liberté, moi, peut-être? moi, je pense. Surtout? Comment? Plus une liberté de ton pour le français que pour l'américain? Sûrement. Alors, peut-être, mais sans doute beaucoup moins de légitimité. Donc, c'est la question qui est posée là. Mais c'est fort dommage, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, les auteurs qui, effectivement, écrivent sur ces questions, qui sont extrêmement sensibles, moi, j'y suis confronté, mais je ne suis pas le seul, ont beaucoup de mal à convaincre des éditeurs aux États-Unis pour être publiés, parce qu'effectivement, on leur conteste une légitimité à pouvoir donner un point de vue sur ces sujets. Et c'est ça qui est fort dommage. Enfin, le, la, la Shoah, on a, si William Styron lui-même s'était censuré sur l'idée de mettre au cœur de son roman cette question-là, évidemment, on n'aurait pas le choix de Sophie. Ouais. Je pense que la littérature ne doit pas s'enfermer dans des frontières, qu'elles soient géographiques ou administratives. Et que notre rôle, quand on veut essayer un peu de prendre le crayon et de mettre quelques idées sur le papier, modestement, c'est d'y aller, si c'est ça l'envie qu'on a, hein. Mais pas se poser cette question de la légitimité. Tout le monde est légitime, je pense. Il a été compliqué à écrire ce deuxième roman, Oui. en continuité de l'autre. Oh, de toute façon, je crois enfin, moi, je sais pas, enfin, j'ai juste l'expérience de roman, mais je n'irais pas dire que écrire un roman, c'est simple déjà. Ni, ni le premier, ni le deuxième. C'est des exercices, c'est des choses, c'est extrêmement, c'est tout à fait exigeant de, 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 de plein de points de vue. Déjà, on est écrasé par nos prédécesseurs, par nos aînés. Moi, c'est vrai que sur une question comme celle-là, j'avais lu quelque part, je ne sais plus qui disait ça, que pour écrire un roman sur la question, je ne sais pas si c'est pas Jane Baldwin qui disait ça, mais pour écrire un texte, un roman sur la question afro-américaine, il faut d'abord avoir lu tous les auteurs afro-américains qui ont lu sur cette question. Et c'est vrai que quand on a lu tout ça, on est écrasé par ce poids-là, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut dire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de nouveau, de différent. Donc, c'est une question très. C'est pas facile de dépasser ça. C'est-à-dire, il faut être assez. Faut se donner du courage, quoi. Ouais, enfin, votre roman y répond, je trouve, parce que votre roman, il est justement novateur dans la forme et dans la réflexion qu'il apporte. Enfin, je trouve. Moi, Moi, j'ai pas moi lu tout, mais je le trouve. j'ai pas surtout. Moi, mon plus gros piège, mais c'est aussi bien quand j'écris que dans le choix de représenter les choses, c'est de refaire ce qui a déjà été fait. Et, ma plus grande tristesse, c'est parfois de tomber sur un truc que je connaissais pas et qui soit tu as écrit, soit tu as abordé la même chose que j'ai fait. Et là, je me dis mince. Oui, mais ça arrive plein de fois, hein. Il y a des fois, on lit là, en ce moment, je lis un peu parfois des textes de Christian Bobin. Ah, on se dit, mince, ça, je l'aurais bien écrit avant, hein. Il m'a piqué l'idée, il m'a piqué la façon de l'écrire. Mais évidemment qu'on n'aurait jamais été capable de le faire comme il l'a fait en même temps. C'est ça qui est difficile.
En tout cas, ça ne vous bloque pas pour écrire un troisième roman, Arnaud. Vous Non, n'allez pas non, là. je suis dedans. Ah, vous Ah, êtes dedans. Ah oui, 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 il est bien C'est avancé. toujours, c'est toujours sur, ça se passe toujours aux États-Unis, c'est toujours ce Oui, même contexte. ouais, oui, oui. Oui, 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 oui. Plus sur la question de l'identité aussi. Qu'est-ce qui amène, mais qui répond un peu à une des questions que quelqu'un vient de poser là, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut amener quelqu'un comme moi à parler de quelque chose qui lui est aussi éloigné. Parce que moi, je suis pas natif des États-Unis, je suis pas noir, je suis pas américain, je suis pas WASP non plus. Je parle d'aucun point de vue en fait. alors, vous êtes un lecteur aussi, Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture? Ah oui, alors donc c'est ce livre-là. Ah mince, bah oui, on peut pas voir, évidemment, c'est écrit, je n'avais pas pensé à ça. Si, on le voit à Ici, on le l'endroit. voit, Si, on le si, on le Ah voit. oui, voit à d'accord. l'endroit. Ah oui, parce que moi, ça c'est écrit à l'envers. Non, non, Alors, c'est c'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Et donc, le titre, alors l'auteur d'abord, c'est Melika Abdelmoumen. Et le titre, c'est Baldwin, Styron et moi. Alors, c'est un livre très personnel, mais qui tient plus de l'essai que du roman. Mais quand on dit essai, ça peut paraître un peu rebutant parce qu'on va se dire, ah, bah, c'est quelque chose d'un peu compliqué de ça. Mais pas du tout, et qui justement revient sur l'amitié entre James Baldwin, écrivain noir, petit-fils d'une esclave, et puis William Styron, écrivain blanc, et lui-même petit-fils d'une propriétaire d'esclaves. Et peut-être qu'on le sait ou on ne le sait pas, mais il se trouve que Baldwin et Styron étaient très amis dans la vie. Ils ont écrit à peu près au même moment leurs plus grands textes, et ils ont beaucoup échangé sur cette question de la légitimité de l'un comme de l'autre, sur ces questions. Donc, Melika Abdelmoumen, donc là, en l'occurrence, forme un trio et se met dans ce duo-là pour y mettre ses propres questions à elle sur ce sujet de l'appropriation, elle y est elle-même confrontée. Je m'arrête, je suis trop long, je vois que Nathalie surveille la pendule. Non, non. Est-ce que Nathalie Iris a un conseil de lecture à donner à Arnaud? Ah, mais justement, mais je m'y Oh, attendais bah, pas plein. du tout. Alors oui, oui. Du coup, alors c'est un livre. Enfin, voilà, j'essaye de. En tout cas, si vous entrez dans ma librairie, c'est celui-là que je vous proposerai, qui est sorti à la rentrée littéraire dernière, là, pas là, qui s'appelle La douceur de l'eau de Nathan Harris et qui est publié chez Philippe Ray. Et ça Ah se oui, passe donc aux États-Unis. C'est juste après la guerre de sécession. C'est l'histoire, effectivement, très grosso modo, de deux esclaves qui ont été affranchis, sauf que donc ils sont partis de leur propriété, mais ils n'ont plus rien. Et donc, comment on fait quand on est libre mais qu'on n'a rien? Et ils vont être recueillis. Enfin bon, c'est un livre extrêmement beau. d'accord, Je vous le conseille. Et je vous le d'accord. conseille aussi à tous La mes parents. douceur de l'eau. Je remettrai Ah, La les très douceur de joli. trois l'eau. références. Je remettrai les trois références, Toni Morrison, les deux conseils. Voilà. Sinon, allez en librairie pour aller à la Garenne-Colombe voir Nathalie Iris. Allez-y parce qu'elle a toujours de très bons conseils. Donc, Mémoire de Maison Blanche par aux éditions Plomb. C'est Arnaud Rosan. Vous pouvez aller acheter l'unique goutte de sang qui est sorti aussi chez Pocket. Un grand merci, Arnaud, d'avoir été avec nous ce C'est soir. moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci, Nathalie, d'avoir si bien animé. Merci beaucoup, Nathalie, Eh les ben, deux, merci Arnaud. Iris et Nathalie Couder, Voilà. de vos Et je gentilles questions. confirme, venez acheter les livres, alors en librairie indépendante et également des Garenne-Colombe si vous êtes du coin. Exactement. Nous, on se retrouvera lundi où on recevra Rachel Arditi pour son premier roman qui s'appelle J'ai tout dans ma tête, paru aux éditions Flammarion. Je vous souhaite à tous les deux une bonne soirée, puis longue vie à Mémoire de Maison Blanche d'Arnaud Rosan. Merci. Au revoir, Nathalie, au Au revoir. revoir. Merci.